Écho par le prof, prise 134. Oh, je l'ai. Ça tourne? Ah oui, ça tourne. Bonjour mes chers élèves de cette... J'en fais quoi du machin? Tenez. Bonjour mes chers élèves de 7 à 77 ans, voire bien plus et voire bien moins. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'écho par le prof que on va consacrer à un thème qui est très important et qui en général est assez nébuleux. C'est un truc, c'est un peu comme le cloud, hein, c'est assez complexe. C'est l'union bancaire. Alors, l'union bancaire, c'est quoi? C'est un espèce de machin européen qui est censé garantir la sécurité de vos dépôts, la solidité des banques européennes. Nous sommes censés baigner dans la félicité la plus totale, la sérénité la plus complète et la joie évidemment ineffable de tous avoir confiance dans notre système bancaire et dans nos banques en particulier. Donc ça, c'est pour la propagande. La réalité, vous allez voir, elle est un petit peu différente. Donc on va rentrer dans ce mécanisme de l'union bancaire. C'est très important parce que si jamais nous connaissons de nouveaux épisodes d'inquiétude ou de crise paroxystique concernant le système bancaire européen, il y a toutes les raisons de croire que nous allons connaître à nouveau des difficultés parce que vous avez des banques italiennes actuellement qui souffrent. Je pense à la Monte dei Paschi ou alors à certaines banques espagnoles qui sont également en perte. Si vous allez sur insolentiae.com, je chronique quotidiennement ce genre de choses et donc je vous reprends un petit peu les articles importants sur le système bancaire européen. Donc, l'union bancaire, le principe, il était très intelligent, il est toujours très intelligent. Pourquoi une union bancaire? Eh bien, pour éviter le concept qu'on appelle le too big to fail. Alors, too big to fail, ça veut dire quoi quand on est en France? Ça veut dire trop gros pour faire faillite. Et c'est certainement une expression que vous avez entendue lorsqu'il y a eu la crise des subprimes et qu'il y a eu toutes ces inquiétudes sur les banques. Eh bien, les banques, elles étaient tellement grosses que si jamais elles faisaient faillite, elles entraînaient toute l'économie avec elles. Et c'est exactement ce qui a commencé à se passer avec la faillite de Lehman Brothers. Et donc, suite à cet événement-là, qui aurait pu être absolument cataclysmique, les choses ont été sauvées uniquement par l'intervention massive des banques centrales, qu'elles soient américaines, européennes, japonaises ou anglaises, et qui ont permis d'éviter la glissade. Mais on avait toujours ce problème de too big to fail. Alors, l'idée c'était qu'il n'y ait plus ces banques systémiques, et qu'en tout cas, quand ces banques étaient systémiques, qu'on les surveille. Le problème de ce principe, c'est que si vous voulez rendre une banque plus petite, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas parce que vous allez la surveiller qu'elle va devenir plus petite. Ce n'est pas parce que vous allez mettre de nouvelles règles qu'elle va devenir plus petite. La seule manière de rendre une banque plus petite, c'est de réduire la taille de son bilan. Réduire la taille de son bilan, ça veut dire tout souvent la scinder, la couper en plusieurs morceaux pour faire en sorte que chaque entité devienne moins importante et donc fasse peser moins de risques à la collectivité. Évidemment, cette réforme-là n'a jamais été faite et n'est pas du tout à l'ordre du jour. Les banques sont toujours évidemment trop grosses pour faire faillite. Donc ça, c'était l'objectif de cette union bancaire. Quand est-ce que ça a été mis en place? Ça a été mis en place le 15 avril 2014 par une décision du Parlement. Alors, qui surveille? Eh bien, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui en Europe devient l'organisme de tutelle chargé de la supervision de 130 banques dites systémiques, dont certaines très grandes banques françaises que vous connaissez, que je ne citerai pas là, mais bon, toutes les grandes banques françaises, globalement, sont des banques systémiques. Si elles s'effondrent, eh bien évidemment, elles peuvent entraîner avec elles toute l'économie, tout le pays. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, le PIB de la France est globalement 2 000 milliards d'euros. Mais le bilan d'une banque comme BNP Paribas, c'est également 2 000 milliards d'euros. Si demain BNP Paribas s'effondre, c'est l'équivalent du PIB de la France. C'est absolument colossal et considérable. C'est non seulement too big to fail, donc trop gros pour être sauvé, mais c'est également too big to save, c'est-à-dire trop gros pour être sauvé. Jamais la France n'aurait les moyens de sauver une banque comme BNP Paribas s'il fallait prendre en charge 2 000 milliards d'euros, qui est la taille de son bilan. Alors, quel était le principe? Eh bien, le principe, c'est qu'on crée un fonds de résolution européen
qui sera doté de 55 milliards en 2025. Donc déjà 2025, ce n'est pas tout de suite, et puis 55 milliards, c'est absolument rien du tout. C'est tellement rien que, je vous redonne le chiffre, PIB de la France, 2000 milliards, bilan total du bilan de BNP Paribas, 2000 milliards, fonds de résolution pour l'ensemble des 130 banques de la zone euro, 55 milliards. Rien, une goutte d'eau dans un océan de dettes et d'actifs et de produits plus ou moins toxiques et plus ou moins tous aussi moisis que pourris. Je pense par exemple, si vous prenez les créances douteuses du secteur bancaire en Espagne ou les créances douteuses du secteur bancaire en Italie, 55 milliards, ça c'est pour une semaine et pour une banque, quoi. Donc rien du tout. Bon. Donc retenez bien que ce mécanisme, et puis en plus on ne les a même pas les 55 milliards parce qu'on ne les aura qu'en 2025 si tant est qu'on tienne jusque-là. Alors ça nous amène au cinquième point, c'est qu'en plus ce mécanisme-là de 55 milliards, il est limité en réalité dans le cadre de l'union bancaire à 5 milliards d'euros par faillite. C'est-à-dire que ce mécanisme va intervenir, et heureusement vous comprenez, je vous disais juste précédemment que ça représentait rien, c'était une goutte d'eau dans l'océan. C'est tellement une goutte d'eau dans l'océan qu'évidemment la BCE et nos autorités de tutelle le savent pas pertinemment. Donc ce fonds de résolution européen ne va intervenir que jusqu'à un besoin de 5 milliards d'euros. Au-delà de 5 milliards d'euros, alors déjà pour intervenir à hauteur de 5 milliards d'euros, il faut qu'il y ait un vote de tous les participants. Il faut que les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Français, les Néerlandais, bref, tout le monde soit d'accord pour mettre le chèque de 5 milliards. On peut penser que de toute façon, il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas d'accord. Et donc le problème va être envoyé, qui paye quand c'est supérieur ou quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, et ben le problème, il est renvoyé à chaque pays national. Alors il y a un autre principe dans l'union bancaire, c'est ce nouveau mécanisme de résolution des faillites bancaires, que certains d'entre vous connaissent peut-être sous l'appellation de bail-in, donc le renflouement d'une banque qui ferait faillite. Eh bien, la technique de renflouement, elle va tout simplement mettre à contribution non pas les États, mais mettre à contribution les actionnaires, les créanciers, c'est-à-dire les détenteurs d'obligations qui ont prêté à ces banques, et évidemment les épargnants. Alors, normalement, pas les épargnants jusqu'à 100 000 euros, mais tous ceux qui détiennent plus de 100 000 euros dans une banque, et bien, si cette banque fait faillite, tout ce qui aura au-dessus de 100 000 euros, ça peut être mis à contribution, et techniquement, ça peut être mis à contribution à hauteur de 100%. Donc, vous avez 200 000 euros dans une banque, elle fait faillite. En réalité, au mieux, vous repartirez avec 100 000. La réalité, c'est que si c'est une grosse banque, on ne sait pas avec quoi vous repartirez, et rien qu'en France, par exemple, vous avez le fonds de garantie et de résolution, le fonds de garantie de dépôt et de résolution, et je ferai une vidéo consacrée à ce sujet-là, ça sera peut-être même la prochaine. C'est une somme dérisoire, c'est-à-dire en gros, quand vous avez 100 euros en banque, le fonds de garantie et de dépôt, il peut vous rembourser au mieux 1 euro. Donc si vous voulez, vaut mieux pas qu'une banque systémique fasse faillite. Alors, une fois que vous avez compris ça, on va se poser la question qui fâche. Est-ce que l'union bancaire, c'est utile? Ben non, c'est pas utile. C'est comme tous ces machins européens, ça fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner, ça sert pas à grand-chose. En revanche, ça a tout de même une utilité. C'est une utilité intellectuelle qui consiste à dire, attention, maintenant, quand vous êtes un actionnaire de banque, quand vous êtes un créancier de banque, ou quand vous êtes un épargnant de banque, n'oubliez pas que s'il arrive quelque chose à la banque, vous risquez de perdre votre argent. Pourquoi? Parce que je vous renvoie à ce chiffre que je vous donnais tout à l'heure. Il est très important. Le total de bilan d'une banque comme la BNP, c'est 2000 milliards d'euros, c'est-à-dire sensiblement la même chose que l'équivalent du PIB de notre pays, qui est lui aussi de 2000 milliards d'euros. Ces banques-là, toutes les banques systémiques, sont bien trop grosses pour être sauvées sans entraîner avec elles les États. Et donc, finalement, pour protéger les finances publiques, pour protéger non pas l'épargnant, mais le contribuable, eh bien, il y arrivera un moment où les États ne sauveront peut-être pas les banques. Et si les États ne sauvent pas les banques,
mais sauve le système économique par d'autres procédés, on peut penser qu'il y aura de très grandes pertes à prendre, aussi bien chez les actionnaires que les créanciers, c'est-à-dire les détenteurs d'obligations, part sociale, ce genre de choses, et évidemment les épargnants qui avaient déposé des sous dans ces banques et qui n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Donc cette union bancaire, elle a au moins le principe de rappeler quand même une notion qui est essentielle, c'est votre argent, votre responsabilité, pensez à diversifier, c'est important, pensez à surveiller également les risques, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas dupes, le système financier va très mal, le système bancaire encore plus mal, les banques ne se prêtent pas entre elles, et sans l'intervention depuis maintenant quasiment 10 ans des banques centrales, vous auriez aujourd'hui un chaos mondial dans le système financier international. Donc, un, ça ne sert à rien. Deux, soyez prudents, évidemment, dans la gestion de vos sous et de votre épargne. Mes chers élèves, de 7 à 77 ans, voire bien plus et voire bien moins, eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'écho par le prof. Et je pense que la semaine prochaine, on va s'intéresser à la manière dont ça se passerait en France avec le fonds de garantie de dépôt et de résolution, le FGDR, qui est la structure française qui est là pour s'occuper de vos sous en cas de faillite de votre banque. Et croyez-moi, c'est pas triste. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention.